Effectivement, on s'intéresse à cette question parce que c'est vrai que depuis 10 ans, enfin plus de 10 ans au moins depuis le référendum sur la Constitution de 2005, on avait l'impression que c'était l'échelle européenne qui polarisait, clivait centrait les débats à gauche, et que depuis quelque temps, c'est l'échelle nationale elle-même qui est remise en cause sous la pression de forces centrifuges, hein, qu'elles soient régionales, on est en pleine actualité catalane, ou de force plus locale, à la fois à l'échelle municipale, hein, qui au-delà des slogans devient un vrai échelon acteur politique. Les villes deviennent des acteurs politiques, elles l'ont toujours été, mais là on sent que se passe un nouveau moment, ou à des échelles encore plus localisées et territoriales, comme notamment les ZAD, les zones à défendre, qui ont essaimé particulièrement en France ou en Italie, puisqu'on n'est pas loin des deux. L'ont montré. Donc pour discuter un peu de ces questions qui sont pas seulement la juste échelle du politique, parce qu'il y en a sans doute pas, mais de comment est-ce qu'on peut articuler les différents engagements politiques, j'ai le plaisir d'accueillir 3 personnes qui sont pas tout à fait réchauffés, je vous préviens, s'ils tremblent, c'est juste qu'ils ont assisté à l'après-midi dans son ensemble, ce qui est une prouesse physique. César Ochoa, bonsoir. Alors, je vous remercie particulièrement parce que vous êtes venu spécialement de Barcelone, où il fait nettement plus chaud, parce que Barcelone, c'est aujourd'hui l'épicentre de ces questions d'échelle politique. Vous êtes membre de Barcelone en commun. Je ne vais pas tenter de le dire en espagnol parce que faudrait que je le dise en catalan, et en plus, je ne sais pas le dire ni en espagnol ni en catalan. Enfin, mais je vais dire ce que c'est. C'est cette plateforme souvent fondée sur des gens qui avaient un engagement citoyen local très très fort, militant, activiste à Barcelone, et qui ont constitué une plateforme de gauche radicale et écologistes pour les municipales de 2015, et qui les ont remportées en portant comme maire de Barcelone la figure emblématique d'Ada Colau. À vos côtés, Christophe Aguiton, bonsoir. Vous êtes chercheur, militant associatif et syndical. Vous venez de publier, enfin c'était à la rentrée, la question qui travaille cet après-midi, c'est-à-dire la gauche du XXIe siècle, enquête sur une refondation. Alors je ne sais pas si on y aura contribué. C'est aux éditions La Découverte. Et pour finir le tour de table, Fabienne Marès, bonsoir. Alors vous représentez le collectif Alternativa Grenoble, et quand je dis représenter, c'est exact, puisque plusieurs des choses que vous allez dire ont été discutées, voire écrites en commun. Et ça me semble important parce qu'au fond, poser la question des échelles du politique, c'est poser la question de savoir à quel collectif on appartient, on veut appartenir, et dans lequel on peut se déployer. Mais on est quand même ici sur la scène d'un journal, Mediapart, donc je vais commencer par l'actualité, donc avec vous, César Ochoa, parce que l'actualité c'est Barcelone et la Catalogne. Je le disais, donc vous êtes membre d'une plateforme citoyenne qui avait des engagements locaux très forts. Vous avez remporté la municipalité de Barcelone. Aujourd'hui, vous semblez assez tiraillé entre, pour le dire brièvement, un État central assez gendarme et des indépendantistes dont une partie est quand même partage pas vos convictions de la gauche radicale et écologiste, pour le dire, pour faire un euphémisme. Est-ce que du coup ces différents niveaux vous permettent de définir ce qui pour vous serait la bonne échelle du politique, enfin, la meilleure échelle, l'échelle en tout cas où c'est le plus simple de se déployer aujourd'hui? Oui, en fait, c'était un bon moment pour rappeler ce que veut dire exactement le municipalisme. Et le municipalisme prend les luttes les plus concrètes, plus proches aux citoyens de ces municipalités. Et les logements, l'eau, la santé, l'éducation. Mais une fois qu'on est dans cette lutte et dans la situation, la municipalité, on se rend compte aussi des limites qu'il a, alors qu'il faut, si possible, d'aborder d'autres espaces. Et ce qui est en train d'essayer de faire Barcelone en commun, et de faire partie d'un nouveau espace qui s'appelle Catalunya en commun, et pour avoir incidence à la politique catalane. Et après, évidemment, Espagne en commun et Europe en commun? Pas encore, parce qu'en Espagne, il y a Podemos qui sont des alliés et qui font partie au même temps
de Barcelone en commun. C'est un peu compliqué en tout cas sur la politique d'alliance. En tout cas, pour répondre à la question, c'est évidemment quand l'axe social qui s'était installé depuis le 15 mai 2011 a changé en Catalogne pour l'axe dominant national, identitaire. Et ça nous a mis en difficulté comme force qui est ralliée et qui est ensemble, beaucoup de gens qui sont ensemble par la question sociale et pas par la question nationale où on a des différentes sensibilités. Mais ça, il y a une phrase qui a dit Ada Colau qu'on n'était ni pour la déclaration unilatérale, ni pour les 150 ans, que c'était l'article 155 de la Constitution qui permettait la mise sous tutelle qui a été effective de la Catalogne par le pouvoir de Madrid. Oui, et qui a fait qu'en fait, on est dans une situation que en voulant arriver proche à l'indépendance, la réalité aujourd'hui, c'est qu'on se trouve plutôt dans la pré-autonomie plutôt que dans la pré-indépendance. Et c'est pour ça aussi qu'il faut rappeler, et c'est un bon moment pour rappeler quelles sont les batailles qu'il faut mener. Et en ce qui concerne la Catalogne comme région, comme nationalité, comme nation, comme vous voulez, c'est surtout l'éducation et la santé se sont gérées au niveau de la communauté autonome. Alors ce sont deux luttes qui affectent vraiment à la vie des gens et c'est pour ça qu'il faut vraiment mener cette bataille. Christophe Aguiton, on va avoir l'occasion, je pense, de reparler de la Catalogne, mais là, je voudrais d'abord votre regard, vous qui avez accompagné le mouvement altermondialiste, qui avez été dans les mobilisations contre une Europe qui était très peu sociale et politique. Comment est-ce que vous regardez aujourd'hui ces effets quand même centrifuges qu'on voit apparaître, y compris à l'échelle nationale, qu'on pensait, parce que c'était le lieu des institutions, la manière dont au fond c'était quand même créé les corps politiques en Europe, qu'elle était sinon intangible, du moins resterait le pilier des politiques? Moi, ce qui me frappe avant tout, c'est la multiplication des échelles d'action. Il y a en effet un aspect centrifuge avec au niveau local la montée du municipalisme qu'on a pu voir en Catalogne, en Espagne plus globalement, parce qu'on l'a vu à Madrid, à Cadiz et dans beaucoup d'autres villes. En France aussi, on n'est pas loin de Saillant, qui est une des petites villes qui a beaucoup marqué par une expérience de démocratie participative poussée jusqu'au bout. Mais Grenoble en est aussi un exemple. Enfin bref, on pourrait multiplier tous ces exemples. Mais c'est aussi des échelons au-dessus, l'Europe évidemment, dont on parlera tout à l'heure, le monde avec la mondialisation et sa réaction qui a été le mouvement altermondialiste, puis plein de choses transversales, des choses liées aux immigrations. On a eu un très beau discours de Damien Carême qui nous a expliqué l'arrivée des migrants, des réfugiés, mais on oublie souvent que ça joue aussi dans l'autre sens. Nous, les Français, on a 2,5 millions de nos compatriotes qui vivent en dehors de nos frontières. Ça a doublé en 20 ans, doublé en 20 ans. Mais si on prend des pays comme l'Italie ou l'Angleterre ou la Grande-Bretagne, plus exactement, c'est aujourd'hui plus de 5 millions de leurs ressortissants qui vivent ailleurs. Et qui ne sont pas des gens qui ont une double nationalité et qui profitent simplement de cette situation-là. C'est des gens simplement qui veulent vivre d'autres expériences. Dans le cas des Britanniques, c'est parce qu'ils ont le bénéfice de parler la langue mondiale qui leur permet d'aller à peu près partout dans le monde. Et si on parlait des Grecs, c'est beaucoup plus en proportion encore. Là, c'est à cause de la crise. Mais donc, on a beaucoup plus d'habitants de cette planète qui ont une espèce de double affiliation. Leur pays d'origine et le pays dans lequel ils vivent pour un temps long ou pour un temps court. Et puis, toujours dans ces objets bizarres, dans ces objets transversaux, on a tout ce qui va venir des questions environnementales. On ne peut pas traiter du climat à l'échelle d'un pays, on ne peut pas traiter des problèmes de pollution de l'air quand on ne prend pas en compte des bassins qui sont plus larges. C'est tout aussi vrai pour toute une série de problèmes liés aux océans et à toute une série de questions environnementales. Et c'est enfin ce qui vient du numérique, où les nouvelles questions nous sont posées par des objets qui sont d'emblée mondiaux. Alors avec les plus discutables, je pense à Uber qui a été discuté dans la table précédente, à des choses beaucoup plus positives comme Wikipédia qui par construction est mondiale et qui oblige à penser des façons de gérer des activités en commun, donc qui pose à chaque fois la question de la souveraineté. Alors on y reviendra peut-être, mais la souveraineté chez nous est vraiment basée sur une idée qui vient
vient de la Révolution française, mais qui vient en fait de beaucoup plus loin. C'est le fait qu'on avait dans les religions monothéistes le royaume de Dieu, puis le royaume du roi, hein, le souverain, et le peuple, heureusement, l'a remplacé à partir de la Révolution française, mais dans un cadre unitaire. La République une et indivisible. Hein. Aujourd'hui, dès qu'on a un démembrement des échelles d'action, une multiplicité des échelles d'action, on est obligé de penser une souveraineté partagée ou une souveraineté plurielle. En tout cas, on est obligé de questionner ce qu'était la vision historique et la vision traditionnelle du mot souveraineté et de l'échelle à laquelle elle s'applique. Je pense que c'est effectivement une des questions centrales sur lesquelles on va revenir. Fabienne Marez, auparavant, et je vous demanderai après ce que vous faites concrètement à Alternatiba, mais est-ce que là j'ai envie de revenir avec vous sur la création d'Alternativa Grenoble, donc c'est 2014, dont vous êtes l'une des fondatrices. Est-ce que ça vient d'une déception justement de l'échelon national, de la politique qu'on pouvait faire à l'échelon national, et pour prolonger ce que vient de dire Christophe Aguiton, Alternatiba, c'est précisément à la fois un réseau, mais quelque chose qui pense le réchauffement climatique depuis les alternatives concrètes. C'est-à-dire, est-ce que c'est une réponse à ce que disait Christophe Aguiton, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui confronté de plus en plus à des problèmes comme celui du réchauffement climatique qui se fichent bien des frontières comme des institutions. Alors effectivement, donc la création d'Alternativa Grenoble, peut-être une déception, oui, mais en tout cas, la volonté d'Alternativa, c'est un mouvement qui est vraiment basé sur le réenchantement. L'idée, c'est vraiment de montrer que des choses existent déjà et qu'on n'en parle pas suffisamment. On parle en fait principalement de ce qui ne fonctionne pas et pas du tout en fait des initiatives qui se développent partout. On a eu l'occasion de le voir notamment lorsque le film Demain est sorti. Ce film a montré à beaucoup de monde qui était éloigné finalement de ce qui se passait sur leur territoire que partout dans le monde, à beaucoup d'échelles, donc l'échelle locale, dans beaucoup de villes ou de villages dans le monde, des choses se développent pour limiter l'impact du réchauffement climatique, du dérèglement climatique. Donc oui, déception, mais volonté en fait de réenchanter, puisque je pense que l'important dans notre mouvement, c'est vraiment ça, c'est le fait qu'on est basé sur la démonstration que des choses peuvent se faire puisqu'elles se font déjà. En fait, on montre que ça se fait déjà. Donc réponse, effectivement, oui, au niveau de cette problématique du dérèglement climatique, on a déjà à notre échelle, à notre portée, des moyens d'agir et d'ailleurs des moyens qui se mettent déjà en place, qui se développent déjà et dont on ne parle jamais, peut-être parce qu'elles ne sont pas pilotées par des multinationales ou directement par des gouvernements et qu'elles naissent en fait d'initiatives individuelles ou de groupes d'individus. C'est peut-être pour ça qu'elles n'ont pas pignon sur rue. Par contre, elles se passent, ce qui est très fort, c'est qu'elles se passent en même temps dans tous les pays du monde et tout ça va dans la même direction en même temps dans tous les pays du monde. Donc c'est ce qui est très, très positif. C'est intéressant, César Ochoa, parce que au fond, avant Barcelone en commun, vous existiez déjà, vous agissiez déjà. La plupart d'entre vous, cette plateforme qui s'est constituée pour les élections municipales, vous aviez des engagements citoyens, militants, activistes, quelle que soit la manière dont on voulait nommer, dans Barcelone. Donc un peu ce que peut décrire Fabienne Marez pour Alternatiba. Voilà, il existait des choses. Et quand même, à un moment, vous avez dit, bah non, on va quand même se constituer en liste électorale. Pour gagner la municipalité, parce que, pourquoi? C'est parce qu'il fallait passer à l'échelon municipal, et même si maintenant vous nous dites qu'il faudrait peut-être passer à d'autres échelons. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un moment que beaucoup de gens issus des mouvements sociaux décident que les intermédiaires, les politiciens, on dirait gauche-vert, qu'il y a en ce moment-là, ne suffit pas pour atteindre les objectifs que les mouvements sociaux croient très importants. Non? Dans les logements, c'est un des plus importants et c'est d'où était Ada Colau. Non? Et c'est pour ça qu'il y a un appel citoyen. En 2014, c'est créé la plateforme Ouquanyem. Et cette plateforme fait un appel citoyen, il appelle à écouter la citoyenneté, comme l'affiche, et passe dans tous les quartiers. Et il y a plus de 30 000 signatures de citoyens de Barcelone.
Et après cette première phase, il y a pris une phase de collaboration et confluence avec d'autres partis, parti vert, parti gauche. Et c'est avec cet ensemble qui fait Barcelone en Comú qui gagne la municipalité avec une minorité majoritaire, parce que le système c'est différent de chez vous. D'accord. Christophe Aguiton, vous observez dans votre livre notamment les parcours de la gauche française et des autres gauches. Voilà, un livre qui a le grand avantage d'avoir un regard mondialisé. Vous avez vu souvent des initiatives localisées absolument louables, généreuses, se briser au moment de la montée en généralité. Qu'est-ce qui fait que on peut passer à des échelles supérieures, et surtout, ou alors est-ce qu'on doit admettre qu'on maintenant on peut être dans un modèle, alors qu'on l'appelle archipel, de coagulation, de réseau, qui serait suffisamment satisfaisant, ou alors est-ce que, parce que là on voit bien avec quand même l'exemple de Barcelone, qu'il y a eu un moment où il a fallu cristalliser en tout cas quelque chose d'autre? Mais le cas barcelonais ou espagnol, parce que ça a été vrai dans beaucoup d'autres villes, est vraiment intéressant parce qu'en fait, l'élection municipale s'est produite en Espagne juste après la création de Podemos. Et Podemos a eu tout un débat pour savoir s'il devait faire des listes Podemos partout ou s'il devait créer ce qu'il s'est appelé des confluences, c'est-à-dire en fait des agrégats, des alliances de mouvements sociaux, mais aussi avec d'autres forces politiques au niveau municipal. C'est ce deuxième choix qui a été fait et je pense que c'était le bon. C'est ce qui a permis de gagner des villes, évidemment Barcelone, évidemment Madrid, Cadiz et d'autres grandes villes du pays, dans un système compliqué, parce que vous avez bien dit que le système est différent du nôtre. Pour que tout le monde comprenne la différence, c'est que c'est un système proportionnel intégral. Ce qui fait que même si le maire vient de la première liste arrivant au pouvoir, dont Ada Colau de Barcelona en Comú pour ce qui est de Barcelone, il faut après faire une alliance si on veut qu'il y ait un peu de stabilité. Hein. Et donc la question des alliances est posée. Est-ce que c'est avec les socialistes, ce qui était le cas en Catalogne, en Barcelone, mais ce qui devrait changer? Est-ce que c'est avec d'autres forces, lesquelles? Toutes ces questions sont compliquées. Mais pour revenir à la France ou à d'autres pays, je pense que c'est un bon exemple de ce qui peut être fait. Et n'oublions pas que la France et l'Italie, c'est les deux pays du monde qui ont le plus de municipalités. Nous avons 36 000 communes. Donc si on veut pouvoir avoir des listes qui rassemblent largement à gauche et qui puissent inverser un peu la tendance qui était celle des dernières élections, il faut avoir une alliance large. Et le fait de partir des mouvements sociaux, comme vous l'avez fait à Barcelone, me paraît une bonne initiative. Et je pense qu'on a là une piste à creuser, hein, en tout cas pour les prochaines municipales dans maintenant un peu plus de 2 ans en France. Alors la montée maintenant en généralité est une autre question. Hein. Bon, on a pu voir des pays dans lesquels ça s'est fait. Je pense au cas bolivien où l'arrivée au pouvoir d'Evo Morales s'est fait par la constitution plus exactement par un accord de mouvements sociaux issus de la base qui ont décidé d'investir une vieille coquille vide qui était un parti qui n'existait plus, mais il n'avait pas le droit de se présenter aux élections s'il n'y avait pas un parti existant, donc qui est le MAS, le Movimento al Socialismo, et c'est à partir de là qu'ils ont pris le pouvoir. Hein. Bon, après, comme vous l'avez discuté avec Yves Saint-Omer dans la table sur les questions de leadership et de politique, bon, l'évolution du pouvoir bolivien a montré qu'il y avait une cohabitation des deux niveaux, quelque chose qui venait du bas et quelque chose après qui s'est imposé par un pouvoir assez fort du président de la République, en l'occurrence d'Evo Morales, qui cherche à être réélu, mais là on sort un peu de la discussion ici présente. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir une combinaison entre les deux. Hein, bon, aujourd'hui en France, ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu des déconnexions entre des mouvements sociaux et des forces politiques qui sont issues de décisions de partis politiques ou de personnalités issues du monde politique, mais il n'est pas exclu que ça ait lieu et je pense qu'on a suffisamment d'exemples historiques qui montrent que c'est envisageable. En tout cas, la crise des politiques et des mouvements politiques est telle qu'il faudra bien se poser cette question. Fabienne Marez, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous tentez de mettre en réseau avec Alternatiba à Grenoble et est-ce que vous posez cette question justement de la montée en généralité et comment ? En fait, on s'aperçoit que toutes les initiatives qui naissent aujourd'hui dans ce réseau de résistance, puisqu'on parle de résistance, concrètement, nous, on essaye de mettre en place des choses, de vivre différemment, d'inventer la vie qui nous conviendrait mieux, donc de ne plus passer, par exemple, de ne plus laisser d'avoir de compte bancaire dans une banque qui a des filiales dans les paradis fiscaux. On se fédère en fait autour de cette thématique et donc partout
partout en France, on lance des mouvements pour changer de banque, financer autrement des initiatives locales. Et donc on le fait effectivement à travers tout le territoire. Donc Alternatiba, ce n'est qu'un mouvement en fait, qui montre sur chaque territoire ce qui se fait déjà. Ce mouvement est connecté à tout un tas d'autres en fait, groupes locaux, puisqu'il existe beaucoup en fait, d'Alternatiba locaux en France et ailleurs qu'en France. Mais on s'aperçoit que les initiatives que l'on montre, eh bien, elles sont elles aussi connectés en réseau à travers toute la France. Donc, par exemple, ces supermarchés collaboratifs qui se créent un peu partout en France, où on s'aperçoit que des gens n'ont plus envie en fait, de nourrir des actionnaires de la grande distribution, mais veulent directement acheter à des producteurs et donc se regroupent, créent des supermarchés et achètent directement à des producteurs. Ça, c'est une dynamique qu'on observe à Grenoble avec les Lefan, par exemple, mais on l'observe dans plusieurs dizaines de villes en France. Et tous ces supermarchés collaboratifs travaillent ensemble, se fédèrent au niveau national et échangent des savoirs, des pratiques. Et donc, on obtient à ce moment-là quelque chose, une dynamique plus forte. Et on a plein d'exemples de ce genre. Au niveau, par exemple, en fait, de l'énergie renouvelable, on a des coopératives de production d'énergie solaire qui se créent un peu partout sur le territoire. Dans le territoire isérois, on en a 3. Il y en a une qui est en train de se monter en fait, là, depuis 1 an sur Grenoble. Donc Solaire d'ici, c'est ce projet. Et on travaille ensemble, on se connecte entre projets pour échanger des savoirs, pour échanger des pratiques, et on devient de plus en plus fort. Donc, en fait, on se retrouve à créer un réseau de groupes locaux. Donc, pas vraiment chercher en fait, à passer à l'échelle, à avoir une échelle, on va dire, de gouvernance à l'échelle de l'État, non, enfin, l'échelle nationale, mais à rester, à gérer en fait un réseau de groupes locaux. Voilà. Donc, et c'est comme ça, effectivement, qu'on arrive à développer quelque chose qui peut s'élargir sur le territoire. Et est-ce qu'on peut savoir, Christophe Aguiton, à partir de quel moment la mise en réseau produit vraiment du collectif? Parce que finalement, le réseau, c'est aussi le mantra de La République En Marche, qui est surtout une manière de voilà, garder le contrôle sur des petites individualités. Donc, quelles sont les conditions pour que ces mises en réseau fassent du politique et du collectif, je dirais? Je pense qu'il y a plusieurs niveaux. D'abord, ces initiatives locales, surtout quand elles se multiplient. Dans le cas d'Alternatiba, c'est évident, mais c'est vrai aussi d'autres, sur les immigrés, sur toute une série de sujets, permettent de produire une espèce de bruit de fond. C'est-à-dire qu'elles changent en fait l'idéologie d'un pays petit à petit. On s'en rend compte à l'arrivée. Le bruit de fond, on emploie ce terme quand on essaye de voir ce qui dans l'univers reste du Big Bang originel, en tout cas de ces 15 derniers milliards d'années. Mais pour ce qui est de la politique et de l'idéologie, il est sûr que toutes ces initiatives-là permettent d'avoir un changement, une transformation. Et on voit au moment de vote, quand on a la possibilité d'avoir des référendums d'initiatives populaires, que les choses basculent. Aux États-Unis, par exemple, dans beaucoup d'États, c'est les dernières élections, ça bascule à la fois sur la légalisation du cannabis et sur l'augmentation du salaire minimum, alors qu'a priori, les élites de Washington ne parlent ni de l'un ni de l'autre. Donc on voit que les choses basculent par la base. Et puis la deuxième façon de monter en généralité, c'est quand ces mouvements-là coagulent à un moment donné, soit dans les luttes, et on est nous en France bien habitués aux grèves générales ou aux grands mouvements, 95, le CPE, et on voit qu'à ces moments-là, les revendications font corps d'une certaine façon et que le pays se retrouve, en tout cas ceux qui manifestent, mais ça fait toujours des millions de gens sur ces revendications, et puis parfois on arrive à passer au niveau politique quand c'est repris par des partis ou quand de nouveaux partis émergent. Donc je pense qu'il faut toujours penser à ces 3 niveaux. César Ochoa, si on pense coagulation et on pense municipalisme, comme vous l'avez fait au départ, le cas de Barcelone, comme d'ailleurs celui de Grenoble, est assez intéressant parce qu'il ne s'agit pas simplement de mener la meilleure politique possible à l'échelle nationale, mais de proposer à certains égards une contre-politique européenne. Barcelone a accueilli les premières rencontres pan-européennes des villes contre CETA, TISA et TAFTA. Enfin, j'imagine que Charleroi, j'ai pas vérifié, mais en fait partie aussi, vu ce qu'a dit Paul Magnette à l'instant. C'est aussi des réseaux, Grenoble et Barcelone, qui font partie des villes refuges. Donc par rapport à la question des migrants dont parlait Christophe Aguiton, est-ce que vous la pensez comme ça, ce municipalisme, comme une manière aussi de repenser une échelle européenne qui a été décevante ou violente pour beaucoup d'entre nous?
Oui, le municipalisme, je crois qu'il y a des traits très différentiels, dont un est l'internationalisme. C'est-à-dire le fait que l'échelle locale de la proximité avec des gens que dans les grandes villes sont d'origine très diverses, ça nous amène inévitablement à avoir une vision universelle, parce que dans les mêmes villes ou dans les mêmes villages, les problèmes réels des gens sont très différents, sont pareils. Et c'est pour ça que quand on met les focus sur les vrais problèmes des gens dans les grandes villes ou dans les petits villages, et pas sur l'identité nationale, on est plus proche. Et alors on peut partager et on est internationaliste par déduction logique pour moi. On parlait tout à l'heure, Christophe Aguiton, du mouvement altermondialiste, dont on a l'impression, alors est-ce qu'il a disparu, est-ce qu'il s'est reconfiguré, notamment à travers le mouvement pour la justice climatique, mais est-ce que l'internationalisme concret, il n'a pas un peu de plomb dans l'aile quand même aujourd'hui à gauche? Non, c'est sûr, je pense qu'il a du plomb dans l'aile sur le plan organisationnel, parce que l'altermondialisme qui est né il y a près de 20 ans maintenant, parce que Gênes et surtout Seattle, c'était en 99, donc 18 ans exactement, était basé sur la confluence d'organisations qui avait changé la culture politique, puisque c'était l'époque où on se déclarait riche de nos diversités et on ne cherchait pas toujours à trouver l'unité issue du mouvement ouvrier et d'une structure plus hiérarchique entre mouvements sociaux et classes sociales. Donc la diversité était mise au centre, mais c'était une diversité basée sur des organisations. La Via Campesina avec les paysans, les Amis de la Terre pour les écologistes, le mouvement syndical, Attaque et bien d'autres. Bon. Là, ce qui a changé, c'est principalement tous les mouvements qui ont émergé à partir de 2011. Les Espagnols ont été les premiers à le montrer avec le 15M, c'est-à-dire le mouvement qu'on appelle en France le mouvement des indignés en Espagne, mais qui était suivi des Occupy et dont Nuit debout chez nous est aussi une représentation. Et ces mouvements sont basés sur des individus et donc n'ont pas la permanence qu'avait le mouvement altermondialiste. Ceci dit, ils changent quand même beaucoup de choses, puisque toutes ces nouvelles formations politiques, à commencer par Barcelona en Común ou Podemos, sont d'une certaine façon les enfants du 15M, et même s'il n'y a pas un lien immédiat entre les deux, ils en sont issus. C'est la matrice qui leur a permis d'exister. Et donc on a aujourd'hui toute une série de générations qui montrent qu'on peut quand même penser une universalité, et pour ce qui est de l'Europe, une autre Europe, mais sans qu'elle se cristallise dans des organisations. Et c'est un vrai sujet, parce que quand on discute des questions européennes, on peut avoir des avis par le haut, sur le plan idéologique, changer l'Europe, comment le changer. C'est sûr par exemple que la Grèce a changé les termes du débat européen, mais malgré tout ce qui nous manque, c'est le fait d'avoir des mouvements qui portent des revendications concrètes. Parce que là on parle de choses très concrètes, très immédiates. Damien Carême nous a bien montré, en parlant du centre des sans-domicile à Paris, ou des migrants, que quand les migrants sont là, la solidarité s'exprime. L'Italie et la Grèce ne sont pas forcément les pays les moins racistes d'Europe, ils ne sont pas plus ni moins que nous. Mais quand les migrants sont là, tout le monde est solidaire. Et on voit bien que quand il y a des mouvements sociaux européens ou des mouvements environnementaux qui sont vraiment européens, les termes du débat changent. On avait pu le faire à la fin des années 90, au début des années 2000, avec les marches européennes contre le chômage ou les forums sociaux européens, qui avaient permis d'instaurer ce climat de mouvements sociaux à l'échelle de l'Europe. Aujourd'hui, ça nous manque un peu. Et donc, on a des débats qui sont souvent très idéologiques, très surplombants, mais qui manquent d'incarnation au sens revendicatif, parce que ces mouvements sont plus faibles. Et je pense que c'est une de nos faiblesses et une de nos priorités. Je sais qu'Alternativa avait commencé à tisser ces liens pour recréer un espace européen qui permettent qu'on discute de revendications très concrètes, comme est-ce qu'on peut avoir une taxe Tobin, c'est une taxe sur les flux financiers au niveau européen, est-ce qu'on peut durcir les conditions et les droits et les règles sur le plan écologique pour aller plus vite dans la bataille pour la réduction des gaz à effet de serre, est-ce qu'on peut sur les questions sociales imposer des barres minimum de revenus universels, qu'on l'appelle universel ou minimum, peu importe, mais qui soient commune à l'échelle européenne. Dans les années 90, on demandait à ce que le minimum de vie pour tout le monde soit égal à plus de 60% du revenu médian. Toutes choses peuvent être discutées, les niveaux peuvent être discutés, mais le fait d'avoir des revendications portées par des mouvements change la donne. Et ça, c'est ce qui nous manque un peu aujourd'hui. Je vous laisse répondre pour Alternativa en vous ne demandant pas si Alternativa est un mouvement local ou global, mais peut-être en vous demandant, il y avait le slogan agir local, penser global. Comment est-ce qu'on pense local et on agit global du point de vue d'Alternativa?
Ben, effectivement, notre revendication européenne, elle porte sur l'évasion fiscale. Hein. C'est là qu'on se retrouve effectivement, et notamment lors de la COP 21, on a eu ce mouvement des faucheurs de chaises qui n'a pas eu lieu qu'en France d'ailleurs. Hein. Donc on est allé dans des banques ayant des filiales dans les paradis fiscaux. On est allé en fait emprunter des chaises pour signifier en fait au moment de la COP 21 qu'on rendrait les chaises au moment où les filiales dans les paradis fiscaux fermeraient. Et là, en fait, c'était un mouvement qui était effectivement de niveau européen. D'accord ? Et tout ça pour pouvoir financer ce qu'on a besoin de financer à l'échelle locale dans le cadre en fait de la transition énergétique et des enjeux en fait du dérèglement climatique. Donc on a toujours en fait ces deux dimensions et en 2018 on va avoir de plus en plus de travail effectué avec les Amis de la Terre justement, avec ATTAC. Donc on se regroupe avec Greenpeace, on a commencé aussi à travailler avec la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Donc comment effectivement tous ces mouvements peuvent travailler ensemble. Certains de ces mouvements ont une dimension internationale forte, comme Greenpeace. Les Amis de la Terre, c'est le cas également. Et donc, voilà, comment effectivement se connecter pour certaines actions à ce niveau-là. C'est des actions qu'on va mettre en place localement. En ce moment, par exemple, c'est la lutte qu'on a engagée contre l'utilisation de l'huile de palme dans le carburant, dans le diesel. Eh bien, chez nous, ça s'est passé à Carrefour et Chirol. C'est là-bas qu'on est allé effectivement interpeller les clients, leur faire savoir ce qui se passait aujourd'hui effectivement avec les distributeurs de pétrole. Et c'est Total qui est donc sa raffinerie de Marseille qui est en train de la transformer pour qu'elle puisse utiliser de l'huile de palme. Ce mouvement-là, c'est un mouvement qui va être porté dans toutes les différentes localités. Mais bien sûr, on attaque Total, qui est un groupe qui a des ramifications. C'est ça, le rapport de force ne semble pas encore complètement... Voilà. On a déjà eu des victoires. Quand on s'est attaqué à la Société Générale avec les Amis de la Terre, car la Société Générale, qui était par ailleurs là pour se montrer pendant la COP 21, finançait un gros projet, s'apprêtait à financer un gros projet de mine de charbon en Australie. La Société Générale s'est retirée de ce projet. Et elle s'est retirée après des campagnes, en fait, qui étaient menées par des groupes locaux un peu partout dans le monde pour donner visibilité de ce que faisait la Société Générale, alors que par ailleurs, elle clamait qu'elle soutenait des actions contre le dérèglement climatique. Donc, on peut arriver à avoir des impacts sur des multinationales en se regroupant, voilà, en étant... Si je peux dire un mot sur les petites victoires, mais qui sont importantes, c'est un moment où on n'en a pas tant que ça, donc autant célébrer celles qu'on a. Si l'Europe, par exemple, n'importe pas de OGM, c'est grâce aux faucheurs volontaires qui ont existé évidemment en France et qui continuent à se mobiliser dans le reste de l'Europe. C'est-à-dire qu'on voit que ces mouvements qui apparaissent petits, où les rapports de force, en effet, vous avez raison, entre Alternatiba et Société Générale, c'est deux mondes, et ben, ça pèse à un moment de façon suffisante pour pouvoir inverser les choses. Et toute une série de règles européennes ou de spécificités européennes viennent vraiment de ces mouvements locaux qui ont été capables de marquer les opinions publiques et donc d'obliger les gouvernements à les prendre en compte. César Ochoa, puisqu'on essaye là d'articuler un peu les dimensions, vous dites bien que là, dans quelques semaines, il va y avoir des élections décisives pour l'avenir de la Catalogne. Vous réfléchissez au sein d'une plateforme qui s'appelle Catalogne en commun. On sent bien que la gauche européenne est un peu gênée vis-à-vis de la Catalogne, enfin vis-à-vis de ce mouvement régionaliste. C'est-à-dire qu'on est confronté en Écosse à un régionalisme qu'on a l'impression d'être de gauche, qui s'oppose aux politiques austéritaires. En Catalogne, c'est plus ambigu, c'est-à-dire qu'on a à la fois Barcelone en commun, mais on a Puigdemont. En Italie, on a la Ligue lombarde. Enfin, en gros, est-ce que la question régionale, on peut, du point de vue de la gauche, se dire, bon, bah alors quand ça s'oppose à des politiques nationales, austéritaires, autoritaires, là, ce serait bien de passer à l'échelon régional, et à d'autres moments se dire, oulala, non, là surtout, gardons le cadre national parce que, au fond, il est préférable à ce que nous proposent certains régionalistes indépendantistes. La position de Barcelone en commun, c'est clair. Dans les points que ce qui est absolument majoritaire à la société catalane, les 80% à peu près, d'après les enquêtes, c'est qu'on veut qu'il y ait un référendum. Évidemment, je crois que ça sera mieux
qu'avant de faire un référendum, avec un accord avec l'État espagnol, l'État essaye de résoudre le maximum de problèmes qui lui permettront que les résultats de cet hypothétique référendum soit que Catalogne continue l'appartenance à l'Espagne, c'est-à-dire on va suivre l'exemple du Québec ou de l'Écosse ou de la Nouvelle-Calédonie, non? Mais en tout cas, ça c'est le cadre, hein, c'est-à-dire il y a un problème, il y a, je dirais, 2 millions d'indépendantistes qui ne vont pas disparaître d'un jour à l'autre. Alors, même si on n'est pas d'accord, même si on pense qu'on leur a menti, il faut leur offrir des solutions, et pas seulement la répression. Et nous, on essaye de dire, on ne partage pas évidemment la voie de l'indépendance unilatérale qu'on a vu, ce qui s'est passé. Mais évidemment, on veut des solutions, on veut un accord en État, on veut qu'on parle à la recherche des solutions, pas parler justement pour gagner du temps. Et évidemment, quand on est dans un scénario très, très polarisé, avec les gens qui ont envie de voter avec l'estomac, c'est pas facile d'offrir une alternative basée dans les dialogues et dans la raison. Mais on est convaincu que c'est le chemin à suivre et on va essayer d'élargir cet espace de sens commun. Mais si je peux dire un mot sur l'affaire catalane, moi, en tant que Français, la première chose qui me choque, ça a été le silence des autorités françaises et des autorités européennes, hein, quelles qu'elles soient, sur l'affaire catalane. On est dans une région, disons pour l'instant en Espagne, dans laquelle les dirigeants élus se sont battus pour l'indépendance sans qu'il y ait la moindre violence venant de ces dirigeants. Il n'y a rien eu comme acte de violence, rien eu comme attaque et atteinte aux biens et aux personnes, absolument rien. Ils sont aujourd'hui emprisonnés et ils risquent 30 ans de prison. 30 ans de prison, et on a des autorités européennes et des autorités françaises qui ne disent rien, comme si c'était normal. Et après, ça c'est un facteur qui va fragiliser encore plus l'Union européenne. Comment d'un côté condamner ou attaquer les pratiques qui sont tout à fait condamnables, hein, des gouvernements hongrois ou polonais qui prennent des mesures qui sont attentatoires aux libertés, et de l'autre côté ne rien dire sur l'Espagne qui emprisonne des gens et qui leur fait risquer 30 ans de prison. C'est vraiment non seulement insupportable, mais surtout c'est un facteur de fragilisation très très profonde de l'Union européenne et qui va à contrario de ce que prétendent nos dirigeants, que ce soit Emmanuel Macron, Juncker ou les dirigeants européens. Donc je pense que la première chose à faire, c'est ça, c'est de se battre contre la répression, d'être solidaire avec ceux qui sont aujourd'hui en prison. En Catalogne, vous le faites, hein. Je sais bien que Catalunya Común là-dessus n'a absolument aucun doute et à l'avant-garde d'une certaine façon du refus de l'article 155, enfin de l'application de l'article 155. Alors une fois ça dit, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui devrait être fait? C'est évidemment pas à nous ici de dire ce que devront faire les Catalans. Mais à titre personnel, je pense que la proposition de Ada Colau devrait être écoutée et discutée. Hein. Moi, ce que j'ai compris, mais vous me corrigerez si je me trompe, c'est que Ada Colau a proposé qu'on ait une confédération espagnole dans laquelle une république catalane puisse exister dans un État espagnol, mais qui serait un État confédéré. Et franchement, les États fédérés, je pense aux États-Unis d'Amérique ou à l'Allemagne, hein, qui est une Allemagne fédérale, comme les confédérations, nos amis suisses qui sont pas loin de Grenoble vivent très bien. C'est une solution institutionnelle qui permettrait de donner aux Catalans les moyens d'exprimer leur autonomie, leur volonté culturelle, leur volonté de gérer leurs propres affaires, ce qui est tout à fait légitime, et pas simplement les Catalans, les Basques, la Navarre, la Galice, voire demain l'Andalousie, mais en gardant d'une certaine façon une unité nationale maintenue dans un État confédéré ou fédéré. Je pense qu'il faut réfléchir à ce genre de formule. Hein. Bon, je sais qu'elle a été proposée par Ada Colau, mais qui permettent de démocratiser plus profondément en gardant des espaces plus larges que les petites provinces comme la Catalogne ou d'autres, mais en permettant la respiration et surtout en donnant du pouvoir aux populations locales à tous les niveaux, municipales comme catalanes pour ce qui vous concerne.
Alors j'aimerais poser une dernière question, mais assez vaste et à deux faces à tous les trois pour boucler et cet échange et cet après-midi de discussion. Je commence avec vous, Fabienne Marez. C'est de savoir si, est-ce que tout à l'heure César Ochoa parlait par exemple de l'éducation, de l'eau. Est-ce qu'il y a des éléments où il y a des échelles particulièrement pertinentes? Un des grands thèmes aujourd'hui à gauche, ce sont les biens communs. Est-ce qu'il y a des échelles de la politique où on peut mieux gérer par exemple ces biens communs? Et la deuxième phase de ma question, ce serait, on voit bien à vous entendre qu'il ne s'agit pas de choisir d'intervenir au local, au national, au régional ou à l'européen, qu'il faut faire coulisser les échelles. Mais est-ce que pour vous ces jeux d'échelle peuvent permettre de non pas peut-être d'en finir, mais en tout cas de débloquer certaines des grands thèmes sur lesquels la gauche aime tant s'empoigner sans jamais trouver de solution. Alors ça va de la laïcité au revenu universel, ou qui là va être expérimenté, on l'a entendu dans quelques territoires. Est-ce que justement se permettre de ne pas intervenir en même temps à toutes les échelles permet peut-être de solder ou du moins d'avancer dans certains des grands tiraillements de la gauche? C'est ma double question que je vous pose à tous les trois avant de conclure. Ok. Mais après, vous aurez droit à un vin chaud. Donc, les biens communs, bah, effectivement, les biens communs, on vit sur un territoire et c'est là où on vit, en fait, qu'on peut se poser les bonnes questions et qu'on peut s'approprier, enfin, se réapproprier, en fait, ce qui nous appartient, puisque on vit avec, en fait, notre territoire, en fait, bon, donc la gestion de l'eau, mais donc tout à l'heure, je parlais de production d'énergie renouvelable et donc là, on parle des toitures, en fait, par exemple, de nos bâtiments publics dans une ville ou nos jardins et nos parcs qui pourraient, pourquoi pas, en fait, être réappropriés par les habitants, produire de l'alimentation, donc l'autonomie alimentaire, l'alimentation d'un territoire. Donc bon, là forcément, c'est l'échelle locale qui peut le mieux, en fait, à mon avis, comprendre quels sont les besoins locaux et puis quelles sont aussi les ressources locales et donc travailler avec. Voilà, donc essayer de mettre en adéquation et développer ce qui peut et ce qui doit être développé, en fait, à cette échelle. Alors après, je crois que j'ai déjà oublié l'autre question. C'était, est-ce que faire varier les échelles permettait peut-être d'avancer dans, on voit bien, des grandes questions qui laminent, enfin, qui déchirent et laminent la gauche? Ben, je pense que il faut expérimenter. Moi, à mon avis, en tout cas, on a besoin d'expérimenter. Et pour expérimenter, c'est la petite échelle qui va pouvoir, en fait, être la plus adéquate, on va dire, pour un démarrage. Mais ensuite, effectivement, augmenter les tailles de territoire et augmenter, en fait, changer d'échelle. Oui, changer d'échelle pour effectivement démontrer quelque part que ce qu'on veut promouvoir a une chance, en fait, de réussite. Mais changer d'échelle pour certains sujets, restera limité. Par exemple, si je parle des monnaies locales, on sait que pour qu'une monnaie locale réussisse, il faut qu'elle ait un territoire qui ne soit pas trop petit. Sinon, effectivement, elle ne peut pas réussir. Donc, ça veut dire que l'échelle de la simple ville ne va pas forcément suffire. Et peut-être que là, on va devoir effectivement passer à une échelle plus grande, sans pour autant repasser forcément à une échelle trop importante. Donc il va y avoir, selon les thématiques, à mon avis, des sujets qui vont se débattre et s'expérimenter et se mettre en place à des échelles différentes. César Ochoa, je ne sais plus si c'est une double question ou deux questions que j'ai posées, mais enfin en tout cas, je vous les pose. Oui, non, je trouve que c'est une question absolument clé. Et, évidemment, il s'agit d'agir sur des grands sujets, le logement, l'énergie, l'eau. Évidemment, après, on se rend compte des limites et il faut élargir l'espace. Par exemple, à Barcelone maintenant, on a un gros problème de pollution. J'ai parlé avec quelqu'un qui m'a expliqué qu'ici, ça, il faut se gérer à niveau de métropole parce que la pollution, ce n'est pas un problème de Grenoble ni de Barcelone, c'est
toute la zone métropolitaine. Alors, c'est là qu'il faut chercher des nouvelles modèles de mobilité pour gérer la contamination, pour réduire la contamination. Et ça c'est par exemple un vrai enjeu qui, si on fait seulement des partis politiques, c'est pas facile à changer les discours dominants. Et c'est là qu'il faut tout l'environnement, tous les mouvements sociaux et toutes les organisations qui sont d'accord en qu'il faut absolument changer ça parce que c'est la santé qu'on joue là. Et pour moi, c'est un exemple de ça. La scale, c'est pas le village. Le village est important. Le village a un gros problème, mais il faut l'aide d'autres municipalités et d'autres organisations pour atteindre la solution. Christophe Aguiton. Oui, pour ce qui est de l'échelle, je pense qu'il faut vraiment qu'on s'habitue à vivre avec des échelles différentes. Et échelle, pas simplement avec l'idée de la subsidiarité, c'est-à-dire de l'ancrage territorial. C'est pas simplement la nation, la région, la commune, mais aussi des échelles transversales. Alors les échelles petites, on les connaît, hein, évidemment les circuits courts en agriculture. On sait que pour les coopératives, c'est très difficile d'avoir une coopérative à très très large, avec un nombre de salariés très important. Les seuls qui y arrivent à peu près, c'est Mondragon, qui est toujours donné un exemple, qui est cette coopérative basque. Mais il faut comprendre la société basque pour voir pourquoi ça marche. Sinon, c'est vraiment très difficile de passer à l'échelle. Il y a des cas où il faut travailler sur des interconnexions. Bon, nous, on est habitué, par exemple, dans l'électricité en France, à avoir un modèle extrêmement centralisé. On a 58 réacteurs nucléaires qui distribuent de l'électricité à des dizaines de millions de foyers ou de lieux de travail. Avec tout le modèle allemand, autrichien, des coopératives d'énergie, ce que fait Alternatiba, il va falloir connecter tout ça. Donc c'est à la fois du local et du connecté. Puis on a des échelles directement mondiales, mais par secteur. Wikipédia est un objet mondial avec une démocratie interne. Il y a une forme de gestion de Wikipédia qui est très intéressante, qui permet de penser différemment la démocratie. C'est vrai pour OpenStreetMap, c'est vrai pour l'Internet lui-même. Et donc il faut s'enrichir d'une certaine façon de toutes ces pratiques et tous ces modèles de gestion qui sont très différents et qui vont du plus local au mondial. En tout cas pour tout ce qui vient du numérique. Et puis pour répondre vraiment à la deuxième question très rapidement, moi mon sentiment profond, ma conviction, c'est que si on veut dénouer les nœuds dont vous parlez, l'action est quand même déterminante. On l'a vu et discuté avec Damien Carême sur les migrants, c'est quand les migrants sont là que les choses se dénouent, on n'est pas simplement dans la peur de l'autre, dans la peur de celui qui arrive du Sud, qui n'a pas forcément la même couleur de peau que nous, mais on a quelqu'un à côté de nous, et là la solidarité s'exprime très facilement. Mais on pourrait aussi l'appliquer sur les questions de laïcité, qui a frappé Mediapart, dont je suis évidemment totalement solidaire, mais qui va se retrouver et dans lesquels, dès qu'on parle de discrimination et de lutte contre les discriminations, on commence à dénouer les problèmes. Quand on considère que ce qui est arrivé à Adama Traoré nécessite que la vérité soit connue. Et donc, si on est solidaire de la famille d'Adama Traoré, on est tout de suite dans un autre champ. On est dans un champ de solidarité immédiate avec une famille. On pose les discriminations comme un problème central pour la société française et on déplace le terrain de la discussion sur la laïcité. Et pour revenir à l'Europe dont on parlait tout à l'heure, je pense aussi que c'est en partant de revendications portées par des mouvements qu'on va pouvoir poser sur la table les questions qui sont ceux de la lutte contre les paradis fiscaux, la lutte pour l'harmonisation de la fiscalité, l'arrêt du dumping fiscal et toutes les questions environnementales et sociales qui sont au centre des préoccupations citoyennes et dont on a l'impression que l'Europe, parce qu'elle est très bureaucratique, loin de nous empêche de les régler. Mais si on le prend par les revendications, on peut les prendre différemment. Ça ne réglera pas tout, mais au moins on dessert les nœuds des problèmes que vous avez pointés dans votre introduction. Merci beaucoup pour cette conclusion.